Cette nuit-là, un déluge s'abattait sur Clerval, mais l'agent Daniel Rousseau, absorbé, y prêtait à peine attention. Agenouillé sur le sol craquelé d'un duplex à l'abandon, le faisceau tremblant de sa lampe torche à la main, Daniel contemplait deux enfants blottis l'un contre l'autre sur un matelas nu. Le plus grand des garçons ne disait mot, le bébé haletait, et le chien, vaillant, couvert de boue, grelottant, refusait de les quitter. Daniel murmura presque pour lui-même « Comment personne n'a-t-il vu ça plus tôt ?» Tout avait commencé comme une ronde habituelle, des rues désertes, des pieds endoloris et le poids écrasant de la routine. L'agent Daniel Rousseau ne rêvait que de pointer, de prendre un plat à emporter et d'oublier que le monde existait. Puis, il entendit le bruit de pattes légères derrière lui. Il se retourna. Un chiot errant, trempé et frissonnant, le suivait comme une ombre investie d'une mission. Daniel tenta de le chasser par 2 fois, mais l'animal ne bougea pas. Il ignorait alors que le chien essayait de le mener quelque part, qu'un enfant avait tout risqué en nouant un mot chiffonné à son collier, que la vie d'un bébé dépendait de ce message, et que ce chiot implacable, couvert de boue, l'entraînerait dans une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Ceci n'est pas seulement le récit d'un sauvetage, c'est l'histoire de 3 âmes brisées et d'un chien déterminé, qui trouvèrent l'un chez l'autre ce que le monde leur avait refusé. Une raison de s'accrocher. Les bottes de l'agent Daniel Rousseau martelaient le bitume mouillé de l'avenue du Soleil d'un rythme sourd. Son service s'était prolongé encore une fois, et son dos le lançait après 12 heures de mauvaise posture et d'appels encore pires. Clerval était calme, à cette heure de la nuit, d'une tranquillité qui paraissait à la fois paisible et inquiétante. Les lampadaires vacillaient sur les flaques, projetant de longues ombres déformées, alors qu'il marchait vers sa voiture. Derrière lui, des pas, légers, irréguliers, trop discrets pour un être humain. Il se retourna. Un chien errant se tenait à quelques mètres. Petit, hirsute et trempé par la pluie, il cligna des yeux vers lui, des yeux bien trop vifs pour une créature qui aurait dû avoir abandonné. « Allez !» marmonna Daniel. Du vent, le chien pencha la tête, mais ne bougea pas. Daniel soupira et continua son chemin. Quelques secondes plus tard, de nouveau de légers clapotis. Il se retourna, toujours là. Sérieusement ? Il eut un demi-rire, un demi-grognement. « Je n'ai pas de nourriture, ni de patience. » Le chiot remua la queue une fois, puis trottina vers lui. Daniel s'arrêta. « Tu es tenace, je te l'accorde. » Il s'accroupit légèrement, plissant les yeux vers le collier du chien, si on pouvait appeler ça ainsi. C'était plutôt une lanière de cuir nouée, gorgée d'eau et à moitié déchirée. Mais quelque chose était glissé dessous. Daniel hésita. L'instinct prit le dessus. Évaluer, ne pas supposer. Il tendit lentement la main vers le collier. Le chien tressaillit, mais ne s'enfuit pas. Ses doigts rencontrèrent du papier, humide, chiffonné, qui tremblait dans sa main. Il le déplia. Les mots étaient écrits d'une écriture d'enfant, irrégulière et fortement appuyée sur le papier. À l'aide, bébé malade, pas de nourriture, 117 rue des Pluies. Daniel fixa l'adresse, rue des Pluies, un groupe de duplex vieillissants en bordure de la ville, zone de saisies immobilières. Il regarda le chien, maintenant assis, la queue battant faiblement, comme s'il attendait une réponse. « Tu plaisantes, j'espère » souffla-t-il. Il se retourna vers sa voiture, mais le chien démarra, trottinant devant, puis s'arrêtant pour jeter un coup d'œil en arrière. Daniel regarda une fois de plus le mot, puis la rue, et prit une décision sans vraiment s'en rendre compte. Il se mit à marcher derrière le chien. Avant le divorce, Daniel parlait d'acheter un chalet quelque part dans les terres, peut-être dans le nord, un endroit avec des pins et du silence, loin des sirènes et des foyers brisés. Son ex-femme avait balayé l'idée d'un rire. Il était toujours trop responsable pour tout plaquer. Elle avait raison. Même maintenant, après les papiers, les cartons déménagés et les textos non lus de sa fille, il était toujours dans ces rues, toujours présent. Mais dernièrement, il ne savait plus vraiment pourquoi. Il n'avait sauvé personne depuis longtemps. Pas vraiment. Et pourtant, le voilà, suivant un chien errant à travers des ruelles sombres et des trottoirs défoncés, vers un coin oublié de Clerval. Sa voiture de patrouille était à 3 pâtés de maison,
Mais le chien refusait d'attendre. Daniel trottina pour ne pas se laisser distancer. Ils tournèrent dans la rue des Pluies. Les maisons ici avaient de perdu leur couleur. Des planches recouvraient les fenêtres, des vignes grimpaient sur les murs lézardés et une occasionnelle lumière de porche vacillait comme un cœur à l'agonie. Le chien s'arrêta devant un duplex dont le numéro 117 était peint à la bombe en noir délavé au-dessus du chambranle de la porte. Il gratta la porte. Daniel s'approcha, ses bottes clapotant dans de minces flaques. La porte était entr'ouverte, gonflée par l'humidité. Une poussée suffit à l'ouvrir. L'odeur le frappa en premier. Moisissure, nourriture avariée et quelque chose de plus lourd. Quelque chose d'humain. « Allô » appela-t-il. Aucune réponse. La main sur sa lampe, l'autre sur son arme au holster, il entra. Le chien se faufila devant lui, la queue haute, les oreilles dressées. Le salon était dépouillé. Des couvertures déchirées, un biberon vide, des carreaux fêlés sous ses pieds. Et puis, un son, une toux légère, à peine audible. Il la suivit jusqu'à la pièce du fond. Là, dans un coin, se trouvait un matelas taché. Dessus, un garçon, pas plus de 9 ans, serrant un bébé contre sa poitrine. Ses vêtements flottaient sur lui. Ses yeux, grands, sombres, fixes, étaient rivés sur Daniel, comme ceux d'un animal traqué. Le bébé haletait faiblement. La fièvre empourprait son minuscule visage. Le garçon serra plus fort. Daniel se figea. Il s'accroupit, la voix basse. « Hé, je suis Daniel. Je suis là pour aider. » Le garçon ne parla pas, ne sia pas. Le chien trottina à ses côtés et se blottit contre eux comme s'il avait toujours eu sa place là. La poitrine de Daniel se serra. Il sortit sa radio. Centrale, ici l'agent Rousseau. J'ai besoin d'une ambulance au 117 rue des Pluies. 2 mineurs, un nourrisson. Possible déshydratation et fièvre. Reçu? Des grésillements. Puis, reçu. Unité en route. Pendant qu'il attendait, il aperçut quelque chose par terre. Un autre mot, chiffonné et taché. Pas d'argent. On trouvera de l'aide. Soyez forts! La gorge de Daniel se noua. Ce n'était pas temporaire, ils avaient été abandonnés. Les sirènes mirent 11 minutes à arriver. Pendant ces 11 minutes, Daniel arpenta le linoléum craquelé, luttant contre l'envie de frapper le mur le plus proche. Le garçon n'avait pas bougé d'un pouce. Ses bras étaient verrouillés autour du bébé. Léo, Daniel l'apprendrait plus tard. Et le chien restait collé à son flanc comme un soldat en faction. La respiration du bébé était superficielle, interrompue par des halètements secs et rauques. Daniel avait vu des victimes d'overdose respirer ainsi. Il détestait à quel point cela lui était familier. Il essaya de nouveau. « Comment tu t'appelles, mon grand ?» Rien, juste des yeux larges et vides et une prise qui refusait de se desserrer. L'endroit était pire qu'il ne le pensait. Une casserole contenant quelque chose d'indescriptible pourrissait dans l'évier. La porte du réfrigérateur pendait, ouverte, les étagères vides. Pas d'électricité, pas de couche, pas même un oreiller sous leur tête. Juste le matelas, trempé par endroits auquel Daniel ne voulait pas penser. Et toujours, pas de parents. Il se dirigea vers le salon et rouvrit le second mot, le lissant sur sa cuisse. Pas d'argent. On trouvera de l'aide. Soyez forts. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Pas d'excuse. Juste un ordre de fantôme qui était parti sans plan, laissant 2 enfants et un chien survivre comme ils le pouvaient. Les gyrophares de l'ambulance inondèrent enfin les fenêtres. Daniel se précipita vers la porte, leur fit signe d'entrer. Les ambulanciers envahirent le couloir de pas pressés et de voix brèves. Il tenta de reculer pour les laisser travailler, mais le garçon ne voulait pas lâcher Léo. « Monsieur !» dit un ambulancier. « Il faut qu'on prenne le bébé maintenant. » Daniel s'accroupit de nouveau à côté du garçon. « Ils vont aider ton frère, d'accord? Je te promets qu'ils ne l'emmènent pas loin. » Le chien laissa échapper un léger gémissement. La lèvre du garçon trembla, puis, lentement, douloureusement, il souleva le bébé, les mains tremblantes, et le tendit à Daniel. Le corps de Léo était chaud, trop chaud. Daniel ne réalisa qu'il pleurait que lorsque sa vision se brouilla. « Déshydraté », murmura l'ambulancier en déposant Léo sur le brancard. « Oh que sévère, ça pourrait être une insuffisance rénale, il faut y aller maintenant. »
Daniel se leva pour les suivre, mais le garçon se jeta soudainement sur lui et attrapa le bas de son uniforme. De minuscules doigts se crispèrent, comme s'ils étaient faits de fil de fer. « Je reste avec toi, » dit Daniel immédiatement. « Tu m'entends? Je ne pars pas. » Le garçon ne répondit pas, mais il ne lâcha pas non plus. Vaillant, le chien trottina à leur côté, tandis qu'ils descendèrent les marches du perron sous la pluie battante. À l'intérieur de l'ambulance, Daniel serra le garçon contre lui, pendant que les ambulanciers s'occupèrent de Léo. L'enfant s'agrippait à la manche de son manteau comme si c'était la seule chose qui le rattachait à la terre. Les lumières intérieures vacillaient sur sa peau meurtrie, ses lèvres gercées, ses bras trop maigres. À mi-chemin de l'hôpital, le garçon parla enfin. À peine un murmure. « Est-ce qu'il va mourir ?» Daniel hésita, puis secoua la tête. « Il se bat, et on va l'aider à gagner. » Le garçon hocha la tête une fois, comme si le moindre mouvement supplémentaire risquait de le briser. À l'hôpital général de Clerval, ils furent accueillis par l'équipe de traumatologie pédiatrique. Léo disparut derrière des portes battantes, avalé par l'urgence médicale. Daniel et le garçon restèrent dans le couloir, trempés et grelottants. Le chien s'appuya contre la jambe de l'enfant, silencieux, vigilant. Deux femmes s'approchèrent, des badges accrochés à leur chemisier, des travailleuses sociales. « Je suis Rachel Moreau, » dit la plus âgée doucement. « Et voici Ève, nous allons devoir vous parler à tous les deux. » Le garçon tressaillit, se serra plus fort contre Daniel. Rachel adoucit sa voix. « Tu es en sécurité maintenant. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. » Le garçon ne réagit pas. Le chien grogna sourdement, s'interposant. Rachel échangea un regard avec Ève. « Nous allons vous laisser un instant. » Après leur départ, Daniel s'assit à côté du garçon, sur le banc froid. Il remarqua que la main de l'enfant n'avait pas quitté sa manche une seule fois depuis l'ambulance. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Un petit hochement de tête. Daniel fouilla dans sa veste, en sortant la seule chose qu'il avait, une barre de céréales écrasée. Le garçon la dévora comme si c'était un repas de roi, des miettes collées à ses joues. Daniel se pencha en arrière, le cœur battant d'une émotion plus profonde que l'épuisement. Il avait vu des traumatismes, mais jamais comme celui-ci. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, c'était le sien. La salle d'attente était bien trop éclairée. Des néons grésillaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres pâles sur le linoléum. Daniel était assis sur une chaise en plastique qui grinçait à chaque mouvement, son uniforme encore humide, le froid lui mordant le dos. À côté de lui, le garçon était recroquevillé, les yeux fixés sur le couloir où Léo avait disparu. Le chien, maintenant endormi, reposait son menton sur les baskets du garçon. Toutes les quelques minutes, les doigts de l'enfant se crispaient par réflexe sur la manche de la veste de Daniel, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'arrache de là. Daniel ne bougeait pas. Rachel Moreau était assise en face d'eux, griffonnant des notes sur un porte-bloc, levant occasionnellement les yeux. Elle n'avait encore rien dit à propos des foyers, pas à voix haute, mais Daniel avait entendu le terme « placement d'urgence » sur la radio des ambulanciers. Il savait ce qui allait suivre. Hébergement temporaire, paperasse, séparation, un autre système, un autre étranger. Le garçon ne survivrait pas à ça. Et lui non plus, réalisa Daniel. Il baissa les yeux sur le gamin, si petit, si alerte sous des couches de crasse et de peur, et quelque chose en lui bascula. Pas comme un interrupteur, plutôt comme une corde trop tendue pendant trop longtemps qui se dénouait lentement. Il ne connaissait même pas encore le nom du garçon, mais bizarrement, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que ce gamin avait traversé l'enfer en portant un bébé et un mot. Ce qui importait, c'est qu'un chien avait fait plus pour ses enfants que n'importe quel adulte dans leur vie. Daniel déglutit difficilement. « Je ne vais nulle part », dit-il, sans attendre de réponse. Mais les yeux du garçon se levèrent. Juste une seconde, et Daniel entrevit fugacement quelque chose sous le traumatisme. Une question, une lueur d'espoir. Daniel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix basse. « Tu m'entends ? Je reste. » Le garçon ne parla pas. Mais il ne lâcha pas non plus la manche de Daniel. Et ça, d'une certaine manière, était plus fort que des mots. L'hôpital laissa sortir Léo 3 jours plus tard. Sa fièvre était tombée, mais il était encore faible.
ses petits membres bougeant à peine, les yeux ternes d'épuisement. Daniel le porta jusqu'à la voiture, dans un siège auto emprunté au service de pédiatrie, tandis que le garçon, toujours silencieux, marchait à ses côtés, tenant fermement la laisse de Vaillant. Le chien ne l'avait pas quitté depuis cette nuit-là. Daniel avait passé les jours précédents à se préparer, achetant des couches, du lait maternisé, des vêtements d'occasion. Il avait vidé sa chambre d'amis, rangé ses outils dans le garage et installé 2 petits lits avec des couvertures dépareillées. L'une d'elles avait des petites fusées. Il ne savait pas si le garçon aimait l'espace, mais cela lui semblait porteur d'espoir. De retour à la maison, le garçon se tint sur le seuil, figé. Daniel s'accroupit à côté de lui. « C'est chez toi maintenant. Tu n'as pas à demander pour ouvrir le frigo. Tu n'as pas à demander pour quoi que ce soit. » Le garçon hocha la tête, presque imperceptiblement, et entra. Léo dormait déjà dans ses bras. Daniel déposa doucement le bébé dans le berceau qu'il avait monté à 2 heures du matin. Il resta là un long moment, à simplement regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser. Plus tard, dans la cuisine, il fit des crêpes. Il n'était pas cuisinier, plutôt du genre céréales et café, mais il voulait que la maison sente chaud, comme quelque chose de permanent. Le garçon était assis à table, raide comme toujours, les yeux sur l'assiette mais sans bouger. « Tu peux manger » dit doucement Daniel. Toujours rien. Vaillant posa ses pattes sur la jambe du garçon et laissa échapper un léger gémissement encourageant. Lentement, le garçon prit la fourchette. Daniel ne parla plus. Il regarda simplement le garçon prendre sa première bouchée, puis une autre, puis une troisième. C'était le début de quelque chose. Pas la confiance, pas encore, mais peut-être sa possibilité. 2 semaines plus tard, Daniel trouva le garçon dormant par terre, à côté du berceau de Léo. Encore. Il y avait 2 lits dans la chambre, des draps propres, une veilleuse en forme de fusée, des peluches que Daniel avait choisies avec l'aide d'un vendeur fatigué. Mais chaque nuit, le garçon se blottissait sur le tapis avec Vaillant pressé contre son dos, toujours en mode défense, toujours prêt à fuir. Daniel lui apporta une couverture sans dire un mot. Pendant la journée, le garçon suivait Daniel partout, mais n'avait toujours pas prononcé une phrase complète. Il sursautait au bruit soudain, cachait des biscuits dans une boîte à chaussures et se raidissait chaque fois que la sonnette retentissait. Rachel passait chaque semaine prendre des nouvelles. Elle était gentille, mais ferme. « Daniel, vous faites du bon travail, mais nous devons officiellement entamer la procédure de tutelle. Le placement temporaire ne dure qu'un temps. » Il hocha la tête. Mais à l'intérieur, la peur montait. Était-il à la hauteur? Pouvait-il vraiment être ce dont ces garçons avaient besoin? Il n'avait pas parlé à sa propre fille depuis 8 mois. Un après-midi, après un appel concernant une voiture volée, Daniel rentra chez lui et trouva le garçon dans le couloir, figé. Vaillant aboya doucement à côté de lui. Le babyphone crépitait depuis le salon. Daniel s'agenouilla. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le garçon le regarda, la poitrine soulevée, les yeux écarquillés. « Je croyais que tu ne revenais pas, » murmura-t-il. Le cœur de Daniel se brisa net. Il serra le garçon contre lui, la main sur son dos. « Je reviendrai toujours. » Le garçon ne répondit pas, mais cette nuit-là, pour la première fois, il dormit dans le lit. Vaillant se coucha par terre comme une sentinelle. Cela arriva un jeudi. Daniel venait de terminer un service de nuit quand Rachel appela. Sa voix était posée, mais il perçut une nuance. « Il y a eu du mouvement dans le dossier, » dit-elle. « Une famille du comté voisin s'est proposée pour accueillir Mathieu et Léo. » Définitivement. Daniel resta immobile au milieu de sa cuisine, le biberon qu'il venait de préparer refroidissant dans sa main. « C'est le protocole, » ajouta doucement Rachel. « C'est une famille d'accueil agréée, stable, formée. » Il ne répondit pas. Cet après-midi-là, le garçon avait disparu. La porte de derrière était entr'ouverte. La laisse de Vaillant manquait. Le cœur de Daniel faillit s'arrêter. Il parcourut le quartier en courant, appelant Mathieu, interrogeant les voisins, scrutant les trottoirs. Une boule se forma dans sa poitrine à mesure que chaque coin de rue ne révélait rien. Puis, une idée. Il sauta dans sa voiture et conduisit directement au 117 rue des Pluies. Ils étaient là. Mathieu, assis en tailleur sur les marches fissurées du duplex abandonné, Léo sur ses genoux.
Vaillant était couché à leurs pieds comme un garde. Daniel gara sa voiture si vite qu'elle dérapa. Il ne cria pas, ne paniqua pas. Il marcha lentement vers eux. Mathieu leva les yeux, des larmes striant son visage. « Tu vas nous envoyer ailleurs ?» dit-il. Pas une question. Un verdict. Daniel s'accroupit, la voix tremblante. « Je n'ai pas dit oui. Mais ils viennent, je t'ai entendu. » Daniel regarda Léo, en sueur, les yeux mi-clos, puis Vaillant, dont la queue frappa 2 fois la marche. Il prit une profonde inspiration. « Tu as raison. Ils ont fait une offre, mais ce n'est pas ce que je veux. » Mathieu le fixa, attendant. « Je ne savais pas comment demander. Je n'ai jamais vraiment été le père de quelqu'un. J'ai tout gâché avec ma propre fille. Mais toi et Léo, je ne peux pas imaginer cette maison sans vous. » Le vent souffla doucement à travers les volets cassés derrière eux. Mathieu ne sia pas. « Tu ne nous abandonnes pas ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Daniel secoua la tête. « Non, je me bats pour vous, si vous me le permettez. » Vaillant poussa doucement le genou de Mathieu. Léo s'agita en gémissant. Et alors, Mathieu fit quelque chose que Daniel n'oublierait jamais. Il se leva, tenant toujours son frère, et s'avança dans les bras de Daniel, tremblant, maigre, encore incertain. Mais il s'avança et murmura « D'accord, papa ». La gorge de Daniel se serra. Il les tint tous les deux, Léo entre eux, Vaillant tournoyant à leurs pieds comme un éclair de joie. Et sut, dans ce moment désordonné et brisé, que ce n'était plus un sauvetage. C'était une famille. La paperasse prit des mois. Entretien, inspection du domicile, vérification d'antécédents. Il y eut de longues nuits de doute et des petits matins remplis de biberons, de crises de colère, et Vaillant aboyant après le facteur comme si c'était une menace mortelle. Mais ils y arrivèrent. Daniel se tenait devant le palais de justice par un matin nuageux, tenant Léo dans un bras et une enveloppe Kraft dans l'autre. Mathieu se tenait à côté de lui, la cravate de travers, les cheveux peignés, des chaussures trop grandes. Vaillant était assis fièrement à leurs pieds, remuant la queue comme s'il savait exactement ce qu'ils venaient d'accomplir. Le cachet du juge rendit la chose officielle. Daniel Rousseau était désormais leur tuteur légal. Il ne pleura pas avant d'être de retour dans la voiture. Mathieu tendit la main et toucha la sienne, la première fois qu'il initiait un contact depuis ce jour au duplex. Léo babilla quelque chose qui ressemblait presque à « papa », et Daniel laissa simplement faire. Il pensa à celui qu'il était avant, un homme agissant par automatisme, persuadé qu'il n'avait plus rien à donner. Mais un chien boueux et tremblant l'avait conduit à une maison pleine de silence, de désespoir, et à 2 enfants qui avaient toutes les raisons de renoncer aux adultes pour toujours. Au lieu de cela, ils lui donnèrent une seconde chance. Ils lui apprirent ce que signifiait réellement la famille. Pas quelque chose dans lequel on est, quelque chose pour lequel on se bat. Chaque jour, le parcours de Daniel, Mathieu, Léo et Vaillant nous rappelle que parfois, les changements les plus puissants dans la vie viennent des plus petites voix ou des plus douces pattes. Peut-être avez-vous traversé quelque chose qui vous a fait vous sentir seul, invisible, comme si personne ne venait. Mais parfois, quelqu'un vient. Et parfois, ce quelqu'un, c'est vous. Alors dites-moi, avez-vous déjà dû devenir le refuge de quelqu'un, même quand vous ne vous sentiez pas prêt ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Et si cette histoire a touché votre cœur, laissez un « j'aime ». Cela nous aide à continuer à apporter des histoires qui comptent. Si vous croyez à la force des familles de cœur, des héros discrets et des secondes chances, abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires arrivent, des histoires qui restent avec vous, longtemps après que l'écran s'est éteint.